Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, vous m'avez invité la Société des Amis de Cavaillès à cette commémoration. Je vous en suis reconnu, je vous en remercie, je vous en suis reconnaissant. Parce que j'étais marqué dans ma vie par Cavaillès, puisqu'il a été mon professeur et mon chef de groupe au réseau Corse. Mais auparavant, un tout petit détail, puisque je suis à Saint-Mexan, cela m'évoque un très bref séjour que j'avais fait à l'automne 1943, puisque j'appartenais au réseau Libération, d'une mission dans le Poitou, qui s'est terminée par une rencontre à Saint-Mexan avec le général Fauché. Je salue ici sa mémoire, car c'était un grand monsieur et qui m'avait reçu une cordialité, une gentillesse exceptionnelle. Je ne parlerai pas du contenu de cette mission, ce n'est pas le lieu, mais où je l'ai rencontré, ma mémoire est défaillante, je ne sais absolument pas si c'était dans une école chez lui. Mais le souvenir du monsieur est extraordinaire. Voilà, j'en reviens à Cavaillès. En 1937, excuse la date, c'est ainsi, nous ne sommes pas encore au Moyen-Âge, mais enfin, c'est en 1937 que Jean Cavaillès, jeune agrégé, est nommé au lycée de garçons. Je dis lycée de garçons, madame, parce qu'il y avait un lycée de jeunes filles, il ne faudrait pas confondre. Donc au lycée de garçons, il était prof de philosophie, mais il n'avait pas assez d'heures de cours en philosophie pour tenir le temps pour lequel il était rémunéré, je veux dire. Donc on lui avait imputé, offert une heure de littérature, carte blanche sur la littérature pour les élèves de 3e B. Vous pouvez vous reporter au livre de Gabriel Ferrière où Jean Cavaillès raconte cet épisode avec les élèves de 3e B qu'il trouvait vivants, etc. Peut-être un petit peu turbulent, enfin il n'a pas osé le dire, mais moi mes souvenirs, nous étions 15 dans cette classe et nous étions un peu déroutés au départ d'apprendre que c'est un prof de philosophie qui venait en 3e, pas pour la philosophie bien sûr, mais pour la littérature. Le seul avantage qu'avait Cavaillès, c'était de remplacer un cours de morale. Je ne sais pas si vous saisissez bien la nuance, mais pour nous gamins, c'était un plus. Et le charme de Cavaillès a opéré d'une demi-heure. C'était un homme séducteur, il était avec les femmes, mais il était avec tout son entourage. Il savait sourire et au bout d'une demi-heure, nous étions en classe comme des amis. C'était une année exceptionnelle. J'en ai gardé le souvenir jusqu'à aujourd'hui, avec des périodes. Vous comprenez, en littérature, vous imaginez que j'ai 16 ans et demi. Ça ne se voit pas, mais j'ai eu 16 ans et demi, comme tout le monde. Et on était nuls. À cet âge-là, une femme nue, on la voyait dans la rousse, c'était l'odalisque. Hein, on ne savait rien d'autre. C'était une culture extrêmement limitée dans tous les domaines. Alors quand il arrive et qu'il nous parle de Rimbaud, de Verlaine, de Baudelaire, qui nous apprend la versification de Corneille en transformant la tirade du Cid en western, c'était extraordinaire. Ouais, nous arrivons 500, on arrive au port. Voilà, c'était ça Cavaillès. Alors on était muets parce qu'on était élèves, mais admiration sans borne et sans limite. Et des fois, on faisait des veaux rimés avec Cavaillès. Alors c'était la grande mode à l'époque. Je me souviens d'un lundi, les veaux rimés, les chansonniers en faisaient le dimanche. Et le lundi, je raconte à Cavaillès, enfin en salle, je raconte, est-ce que vous avez entendu, monsieur, hier, il y avait ceci et ça. Et il a ri de toutes ses forces, parce que c'était évidemment des termes scabreux comme proposition de rime, mais ça faisait rire. Et c'était une année extraordinaire, et grâce à lui, alors, on a enfin su ce que était la littérature française. C'est déjà pas mal.
Et à la fin de l'année, je peux vous dire qu'on avait la larme à l'œil quand il nous a dit que je suis nommé à Strasbourg. Je peux vous raconter aussi que ce jour-là, on leur a dit, monsieur Strasbourg, c'est l'enfer, il y a de la neige, on lui a raconté des boniments, et on peut finir, pour qu'il n'aille pas à Strasbourg. Alors je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas quitter la cathédrale d'Amiens, monsieur. Ah, il a dit non, certes, parce que c'était sa cathédrale, ma cathédrale amie, disait-il. Et il m'a dit, il y en a une à Strasbourg. Alors, il nous a donc quittés, mais le souvenir de Cavaillès, grand pédagogue, et comme tout ce qu'il faisait, Cavaillès, c'était toujours parfait. Il a été pédagogue, comme il a été sociologue, politologue, il s'est occupé de la politique en Allemagne, au cours de son séjour en Allemagne, de la religion protestante, des jeunes Allemands, et musicologue, quand il se rendait compte d'un spectacle qu'il avait vu, c'était digne d'un compte-rendu dans un journal spécialisé de musique en France. Voilà, c'est l'art de Cavaillès. Après, j'ai retrouvé évidemment en 49, je suis entré dans un réseau qui s'appelait Action Directe, qui était géré par Albert Forcinal. Albert Forcinal, peut-être son nom dit quelque chose à la Libération, il a été ministre des anciens combattants. À l'époque, il n'était pas, bien sûr, et c'était un lieutenant-colonel de réserve, il avait fait 14-18, donc pour moi, c'était presque un grand-père. Et il faisait beaucoup d'actions militaires avec un tout petit groupe dans lequel je suis rentré. C'est lui qui m'a appris à faire mon premier sabotage. Et il était déjà dans le groupe, dans le mouvement Libération. Et après un moment de veilleuse, je suis passé au réseau Corse, sans trop bien m'en rendre compte. Alors Corse, il y avait deux noms qui surgissaient, et surtout Hervé. Alors c'était le patron, c'était Hervé. Et de temps en temps, on parlait aussi de Geneviève. Mais mes relations indirectes, parce qu'on ne connaissait pas du tout, je ne rencontrais pas M. Hervé. Hervé me donnait des ordres, et c'est là où j'ai pu apprécier à la fois toute la connaissance de sa stratégie militaire, puisqu'il avait quand même fait la guerre en 1939, il y a eu deux citations en 1939. À Noël 1939, on ne se battait pas beaucoup, il a trouvé le moyen d'avoir un accrochage avec les Allemands et d'avoir une citation. Puis en 1940, il a été même laissé pour mort. Bon, il était surtout prisonnier. Et il est revenu enseigner à Clermont-Ferrand, mais tout de suite il est rentré. Je laisse à d'autres le soin de raconter l'histoire de Cavaillès. Donc dans le réseau, ce qui était important, c'est qu'il y avait des exigences humanistes. Ça peut paraître bizarre quand on fait la guerre, mais par exemple, pour faire un sabotage, il exigeait évidemment qu'on fasse un repérage. Et il m'a fait refaire des chemins de retour qu'il trouvait insuffisants pour notre sécurité. On n'était pas kamikazes, hein. Ça n'avait rien à voir. On tenait d'une part, nous, on tenait à notre peau, mais les dirigeants, les chefs aussi tenaient à notre peau. Et c'était extraordinaire. Et Cavaillès lui-même donnait l'exemple, puisque l'exemple fameux de sa visite au sous-marin de l'Orient, de la Kriegsmarine, il faut voir, j'utilise le mot, il y a un culot phénoménal, c'est plus que des toupets. Enfin, on se demande comment il dort, on se demande comment il entre, puis on se demande comment il sort. Et c'est ça toute la résistance de Cavaillès, une organisation parfaite, huilée, etc. Alors, comment je le rencontre à ce moment après? Il se trouve que on a des rendez-vous au Vaugirard au poste de commandement du réseau. Et j'arrive au premier étage, c'était une maison de maître, et je tape à la porte, qui était dirigée par Madame Rosereux de Melun. Je cite son nom parce que les héros, il faut quand même leur dire leur nom. Et c'était la femme d'un administrateur des colonies d'Indochine à l'époque. Et elle trouve la porte. Et elle me dit, tu te trompes de porte, on est pas petit. Et elle claque la porte. Et j'ai le temps de voir à l'intérieur ce qui se passe. C'était déjà un peu amène, en costume gabardine, chapeau. C'était pas très sympathique, j'ai compris tout de suite que les Allemands à la Gestapo étaient là.
Et ils ont arrêté ce jour-là les militaires, c'est-à-dire Albert Forcinal, qui a été déporté, et je connais Zaropov. Donc je descends évidemment, alors c'est là où toute cette période, pour la comprendre c'est assez difficile, il fallait que je descende très vite, d'une part, mais doucement d'autre part, pour ne pas éveiller l'attention. Donc pour une fois, le moyen terme était bon, et en bas, je retrouve un agent de liaison, je lui dis qu'il ne fallait pas monter, et ensuite j'essaie de retrouver Hervé, pour lui raconter ce qui se passe. C'est une des règles, évidemment, de la résistance. Bon, je passe sur les difficultés à se retrouver dans la clandestinité. On a rendez-vous en haut de la rue de Rennes, devant la gare Montparnasse, aux environs du 27 mai. J'aime bien dire le 27 mai parce que c'est le jour de la création du CNR. Alors, ça me fait plaisir de dire que c'est le 27 mai, mais je ne pourrais pas l'affirmer, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Et j'arrive évidemment penaud. J'ai peur, parce que quand on va dans une souricière et qu'on en sort vivant, c'est lourd de conséquences, et c'est que peut-être on était retourné, comme on disait, par les Allemands, arrêtés et retournés. Donc je suis peut-être un traître. Alors on n'est pas très à l'aise quand on se présente comme ça devant son chef. Et quand j'arrive, je ne cherche pas à le voir, j'essaie de maintenir ma position honorable et de lui raconter tout ce qui s'est passé. Je raconte, et au fur et à mesure que je raconte, je vois que sa figure se change, qu'il a un léger sourire, et à un moment où je le vois très détendu, je dis bon, ça va, la cause est gagnée, je ne suis pas un traître, tout va bien, et c'est là qu'il me met les paroles que j'ai du mal à répéter. Il m'a dit, je vous reconnais, je sais qui vous êtes. Alors je suis un peu stupéfait, mais si vous me reconnaissez, oubliez-moi. Mais vous continuez. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je vous remercie.